Bonjour et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, réalisé, comme vous le savez, en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Nous accueillons aujourd'hui Pierre Larouturou, qui est économiste, fondateur et porte-parole du parti Nouvelle Donne, qui a fait 3% aux élections régionales et qui est candidat à l'élection présidentielle. Il a écrit de nombreux livres, dont un avec Michel Rocard. Et on est très heureux de vous recevoir ici, Pierre Larouturou. Vous serez interrogé par Corinne Laurent de La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Masneau de RCF. Bonjour. Alors avant de parler de votre programme, de l'actualité et tout ça, on a envie quand même, puisqu'il y a eu des mouvements ces derniers jours, avec la convocation de François Fillon, sans faire de mauvais jeu de mots, est-ce que c'est une nouvelle donne, cette convocation de François Fillon par les juges ? Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que du mal, c'est une étape supplémentaire dans le pourrissement, dans l'effondrement de notre vie politique. Il y a 6 millions de chômeurs. Il y a tous les jours des paysans qui se donnent la mort ou des artisans qui n'arrivent plus à vivre de leur travail. Il y a l'Europe qui peut se disloquer. Il y a eu le vote Trump. Donc plus que jamais, on aurait besoin d'un projet solide, en même temps une vision d'ensemble et puis des mesures concrètes pour sortir de la crise. Plus que jamais, les Français espèrent quelque chose. À chaque élection depuis 30 ans, les Français décident de sortir les sortants pour tenter quelque chose de nouveau. Et à chaque fois, c'est la même déception. Et on sent bien que ça peut finir par péter, ça peut finir par s'effondrer, on peut connaître le chaos. Donc cette élection, on l'attend depuis longtemps. Et on espérait un vrai débat de fond. Et les scandales à répétition, un jour c'est Madame Le Pen, un jour c'est Monsieur Fillon, ça devient nauséabond. Donc c'est vraiment gravissime et c'est un symptôme supplémentaire d'une classe politique qui est fermée sur elle-même, sans doute à cause du cumul des mandats. Ça fait 30 ans qu'ils sont professionnels, qu'ils se croient tout permis, ils pensent sans doute qu'ils sont au-dessus de la mêlée, au-dessus des lois, et c'est assez scandaleux. Je n'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus, mais c'est assez scandaleux. Mais est-ce que vous comprenez qu'il puisse se maintenir comme candidat, puisqu'il a le soutien de ses adhérents il avait dit publiquement, il y a la présomption d'innocence. On est en République, donc il y a la présomption d'innocence. Mais il se trouve que M. Fillon en avait fait des tonnes depuis la rentrée sur est-ce que le général de Gaulle aurait été mis en examen ? Et moi, M. Fillon, si je suis mis en examen, j'arrêterai immédiatement la campagne. Donc la loi ne l'oblige pas à cesser sa campagne, mais vu ce qu'il a dit, il devrait la cesser. Mais le plus grave, c'est la façon dont il attaque la justice. Voilà, la justice fait son boulot. Quand M. Cahuzac a été pris la main dans le sac, il a été convoqué par les juges exactement dans le même calendrier. Donc on ne peut pas en même temps parfois reprocher la lenteur de la justice, et là, quand c'est énorme, quand on parle d'1 million d'euros, 1 million d'euros d'argent qui correspondrait à un travail qui n'a pas été fait, on ne peut pas reprocher à la justice, au bout d'un mois et demi, de lancer effectivement l'enquête. Donc je trouve que si M. Fillon a une éthique personnelle, il devrait renoncer à sa campagne. C'est ce qu'il avait dit publiquement. La première question vous est posée par Romain Masneau de RCF. Romain. Où est-ce que vous en êtes de la collecte des 500 signatures, des 500 parrainages, et comment est-ce que vous vous y prenez ? C'est très difficile parce qu'on a commencé en retard. Nous, Nouvelle Donne, on déteste le mensonge. Donc on avait dit qu'on voulait participer à une primaire de toute la gauche. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait un appel lancé par Thomas Piketty il y a 1 an. Et nous, on avait dit banco, on croit au débat. Si on a 2 mois de débat de bonne qualité, on joue le jeu de cette primaire. Et donc, on n'avait pas cherché les signatures. Parce que nous, quand le PS dit qu'il veut organiser une primaire ouverte, on les croit. On est un peu naïf peut-être, mais on y croyait. Donc, jusqu'au mois de décembre, on n'a pas cherché les signatures. Et le système est bien verrouillé. Il y a vraiment des pressions sur les élus pour leur dire « fais attention, si tu donnes ta signature à un petit candidat, on s'en souviendra quand tu auras donné une subvention ». Donc, il y a effectivement des pressions sur les élus. Il y a un grand découragement aussi. Ce qui m'inquiète le plus, c'est des élus qui me disent « Écoute Pierre, ce que tu dis, c'est vraiment passionnant. On t'a entendu il y a 2 ans au Congrès des maires ruraux, parce que j'ai eu la chance d'être invité plusieurs fois dans les congrès des maires ruraux, les congrès nationaux aux 4 coins du pays. Donc souvent, ils me disent « Bravo pour ce que tu dis, bravo pour ce que tu fais sur les services publics, sur l'égalité entre les territoires, sur un autre modèle agricole. » Mais nous, on n'y croit plus. Donc ce qui m'inquiète le plus, a priori, il ne nous reste plus que 15 jours. Je déteste mentir, donc ça va nous être compliqué
plus le fait qu'on a eu 0 seconde sur RTL, 0 seconde sur TF1, 0 seconde sur France 2. Je vous remercie de m'inviter aujourd'hui. 52 minutes sur KTO. Je vous en remercie, non, mais ça pose un vrai problème. Tout le monde dit depuis le 21 avril 2002 qu'on est dans une crise historique et qu'il faut du renouvellement des idées. Nouvelle Donne n'existe que depuis 3 ans. Mais on a quand même rassemblé plus de 500 000 personnes aux européennes, 3%. On a fait 5% aux dernières législatives partielles, donc on existe. Comment se fait-il qu'un mouvement qui réunit 500 000 personnes a droit à 0 seconde sur RTL, 0 sur TF1, 0 sur France 2 ? Les maires me disent, mais est-ce que tu es vraiment candidat ? On te voit nulle part. Et si vous n'obtenez pas vos 500 signatures, est-ce que vous soutiendrez publiquement un candidat et sur quels critères ? A priori, pas du tout, mais on va voir comment participer à la Nouvelle Donne veut quand même faire entendre ses idées jusqu'aux législatives. Donc on verra, pour le moment on a encore 15 jours. Vous dites il y aura une réunion des instances. C'est un mouvement collectif, on est quand même on est 2500, c'est pas un grand mouvement, mais c'est un mouvement qui essaie d'être démocratique. Donc on a un fonctionnement collectif qui a décidé que j'étais candidat, qu'on allait aux législatives aussi, et on verra si on est bloqué, ce qui est tout à fait possible, si on n'a pas les 500 signatures, comment on fait pour se faire entendre. Un point. Il y a, me semble-t-il, plus de 44 000, je crois, signatures qui peuvent être données à des élus, à des candidats. Je crois qu'en 2012, il y avait seulement 15 000 signatures qui étaient parvenues au Conseil constitutionnel. En fait, il y a assez peu de personnes qui donnent leurs signatures. Et donc, il y a quand même une réserve. Oui, mais il y a une réserve, mais qui est bloquée. Parce que les gens... est bloquée, c'est-à-dire que les partis politiques donnent des directives. Je pense que M. Hamon, M. Fillon ont plus de 2000 ou 3000 signatures en réserve, mais continuent à vouloir les verrouiller. Ils passent leur temps à dire qu'il faut de la concurrence et de l'innovation, mais sauf dans le champ politique, qui est bien verrouillé. Ça ne vous a pas échappé que le PS et l'UMP ont quand même bien verrouillé le système. Et d'ailleurs, à force de le verrouiller, il est possible cette année que ni le candidat PS ni le candidat UMP ne soient au deuxième tour. Donc on voit comment verrouiller peut amener à une catastrophe et à la fin de ces vieux partis. Mais pour le moment, effectivement, il verrouille. En plus, la dernière loi qui a été votée oblige les petites communes à rentrer dans des intercommunalités. Il y a 5 ans ou 10 ans, les maires ruraux étaient assez autonomes. Parfois, ils ne voulaient pas donner leur signature de peur de passer pour le soutien de quelqu'un, alors qu'en fait, donner son parrainage, c'est juste dire qu'on veut le débat démocratique. Ce n'est pas forcément être d'accord avec Nouvelle Donne à 100%, c'est qu'on veut faire vivre la démocratie. Mais déjà, il y a 5 ans ou 10 ans, ils hésitaient, mais ils étaient libres financièrement. Tandis que maintenant, là, je pense à un maire rural des Vosges qui me dit, tu sais, je suis rentré de force dans une intercommunalité avec plus de 60 000 habitants, et le grand chef, c'est lui qui décidera qui a les subventions. Et les grands chefs sont forcément au PS ou à l'UMP. Donc, c'est de facto, la loi, et plus le fait qu'elles sont publiées, médiatisées toutes les semaines, ça renforce la pression. Et puis, je vous dis, il y a un découragement. Les gens me disent, je suis blasé, je n'y crois pas. Je fais mon job quasiment bénévolement pour faire vivre mon village. On se moque parfois des maires, des élus locaux, mais ils font un job fabuleux pour faire vivre leur communauté. C'est quasiment du bénévolat. Mais ils sont désespérés, comme des millions de Français, ils sont désespérés par le climat politique national. Ils disent, ça ne sert à rien, ta candidature, ça ne sert à rien, tu n'arriveras pas à faire bouger les choses. Voilà, donc on va se battre jusqu'au bout, mais après ça, on va tout faire, Nouvelle Donne, pour imposer nos idées, nos solutions sur le chômage, sur les questions agricoles, sur le logement. Je crois qu'on est le parti qui a le plus de solutions concrètes. On est les seuls qui disons on peut créer plus de 2 millions d'emplois. Je mets mes 2 mains à couper que si on met en place le projet de Nouvelle Donne, en 5 ans, on crée 2 millions d'emplois. Et ça changerait le climat dans ce pays si on crée 2 millions d'emplois. Si vous voulez bien, on parlera du programme tout à l'heure. Corinne Laurent de Lacroix avait une question encore à vous poser sur justement ces candidatures et tout ça. Oui. Corinne. Comment analysez-vous le paysage présidentiel à gauche actuellement, puisque une élection présidentielle, ce sont des programmes, on en parlera tout à l'heure, mais ce sont aussi des batailles d'hommes. De qui vous sentez-vous le plus proche entre Emmanuel Macron, qui est issu du gouvernement, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon? Comment observez-vous ces candidatures à l'œuvre sur le terrain? D'abord, je regrette qu'il y ait cette dispersion, parce qu'on a aucune chance de faire gagner un projet de justice sociale si le camp de la justice sociale est tellement divisé. Et parfois, il faut regarder à la loupe les différences. Voilà, ils ont parfois été dans les mêmes gouvernements et honnêtement, leurs différences sont mineures et je trouve qu'aucun, il faut une certaine humilité, aucun n'a un projet à la hauteur. Emmanuel Macron a émergé là depuis quelques mois, mais quand on regarde son programme, on en sait plus depuis vendredi dernier dans ce qu'il a dit dans les Échos, ce qu'il a dit dans Le Parisien, la conférence de presse de ce mercredi. Mais finalement, il nous avait dit, par exemple, une idée intéressante, qu'il allait sécuriser beaucoup mieux les artisans, les patrons de PME qui perdent leur boulot, les salariés qui veulent démissionner, et qu'il allait renforcer une sécurité pour permettre aux gens d'être plus innovants. La sécurité, parfois, ça renforce la capacité d'innovation. Et finalement, quand on arrive au concret, il veut couper 1/3 du budget de l'UNEDIC.
Donc moi, je ne sais pas comment on peut en même temps sécuriser les artisans, les salariés, les gens qui travaillent pour Uber, tout ça, tout en coupant un tiers du budget du NEDIC. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut en même temps dire on va augmenter le salaire, et tous les salariés promettent qu'on aura tous un 13e mois, que les gens au SMIC auront un 13e mois. Donc on va augmenter les salaires, baisser le coût du travail. Tous les artisans et les patrons de PME se disent chouette, on va baisser le coût du travail, et en même temps mieux rembourser la santé. Je ne sais pas, moi, comment est-ce qu'on fait pour augmenter les salaires, baisser le coût du travail et rembourser la santé. Je voudrais être sûr, parce qu'il est tout à fait possible maintenant qu'Emmanuel Macron gagne, je voudrais être sûr qu'on ne va pas vers une grosse déception à l'arrivée. Une question de Romain Masneau de RCF. Est-ce que la gauche va nécessairement se recomposer, pour prolonger un peu la question, après la présidentielle, et est-ce que vous voulez faire partie de cette recomposition de la gauche ? Écoutez, nous, le clivage droite-gauche, moi, je suis très heureux quand la même semaine, avant de créer Nouvelle Donne, on avait créé le collectif Roosevelt avec Michel Rocard, avec Stéphane Hessel, avec Edgar Morin. Et la même semaine, j'étais invité par le patron de Fleury-Michon devant 300 chefs d'entreprise en Vendée, des patrons chrétiens, et puis d'autres qui ne le sont pas, mais qui prenaient une journée pour réfléchir. Et au bout de 4 heures, le gars qui me raccompagne à la gare me dit « Pierre, est-ce qu'il faut être de gauche pour vous rejoindre ?» J'ai lu votre livre que vous avez fait avec Michel Rocard, je vous ai écouté pendant 4 heures, j'ai envie de m'engager. Il dit, je n'ai jamais voté à gauche, je n'ai jamais fait de politique, mais j'ai envie de m'engager. C'est l'ancien patron du Crédit Mutuel, un vrai banquier mutualiste très connu dans la région de Nantes. Et la même semaine, je suis invité par la patronne de la FSU, le syndicat majoritaire chez les professeurs, qui sont bien à gauche, et devant les 150 qui dirigent la FSU. Et je dis exactement la même chose. J'ai les mêmes graphiques, j'ai les mêmes propositions, comment changer l'Europe, comment créer des emplois, comment changer le modèle agricole, comment sauver le climat. Et à part 3 trotskistes, pardon, je finis, excusez-moi, et à part 3 trotskistes qui expliquent qu'il faut faire la révolution, les gars font la queue pour avoir un bouquin dédicacé et demander comment ils peuvent aider. Et j'ai vraiment dit la même chose devant les 300 patrons de PME et devant les 150 syndicalistes. Donc quand on voit que l'Europe peut se disloquer, quand on voit la question climatique qui devient catastrophique, quand on voit Trump et Poutine, comment faire naître une Europe politique capable d'agir pour la paix, c'est des questions qui dépassent les vieux clivages. Et le PS et l'UMP ont déçu. Donc si vous voulez me cataloguer... C'est un point commun avec Emmanuel Macron. Pardon, si vous voulez savoir où je suis, mes parents étaient avec Jacques Delors à Vie Nouvelle, donc je suis une famille de cathos de gauche, mes parents étaient avec Jacques Delors, j'ai fait des livres et des articles avec Michel Rocard et j'étais catastrophé quand Michel nous a quittés, j'ai fait plein de choses aussi avec Stéphane Hessel, donc je suis plutôt centre-gauche. Mais je crois aujourd'hui que c'est un des côtés excitants de la période, c'est que beaucoup de gens sont déçus par les vieux clivages et prêts à s'engager sur des projets concrets. Voilà. Et donc le clivage droite-gauche, ça ne me gêne pas quand Emmanuel Macron, vous dites que c'est un point commun, ça ne me gêne pas qu'il dise qu'il va au-delà de ce clivage. Mais pourquoi concrètement ? Si c'est pour décevoir et les gens de droite et les gens de gauche, à chaque élection depuis 20 ans, les enquêtes du CEVIPOF montrent qu'à chaque élection, l'espoir revient. À chaque élection présidentielle, l'espoir revient. Et à chaque fois, la chute est plus rapide et plus grave. Voilà. On n'a pas le droit de jouer avec ça. On n'a pas le droit de mentir. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'électoral qu'on peut promettre le beurre et l'argent du beurre et tout le reste. Une question de Corinne Laurent. Corinne. Oui, malgré tout, est-ce que vous ne vous reconnaissez pas dans les propositions de Benoît Hamon qui propose une nouvelle vision du travail ? Il a gagné la primaire sur des propositions plus innovantes et plus personnelles. Est-ce que vous ne partagez pas certains de ses arguments sur une requalification du travail ? Lui, il parle de raréfaction du travail. Je pense évidemment que c'est un débat qu'avec d'autres, on a lancé depuis plus de 20 ans. Je me souviens d'un moment où, en 1993, le journal La Croix avait organisé un forum sur l'avenir du travail. Et c'est dans ce forum, j'étais un jeune inconnu à l'époque, et je venais de lancer le débat sur la semaine de 4 jours, et La Croix m'avait donné la parole, et dans la salle, il y avait les frères Pasquier, qui étaient les patrons de l'entreprise Brioche Pasquier. Et c'est suite à ce forum de La Croix en 1993 que Brioche Pasquier est passé à la semaine de 4 jours. Et vous vous souvenez peut-être, en juillet 1995, quand le président Chirac est élu, la première visite que fait Chirac sur le terrain, c'est il va chez Brioche Pasquier. À l'époque, c'était une des 4 entreprises, il n'y en avait que 4 en France qui étaient passées à 4 jours. Et le 13 juillet 1995, Jacques Chirac dit « Pourquoi ce qui se fait chez Pasquier ne se fait pas ailleurs ?» En 1995, il y a le rapport Boissonnat, rédigé à la demande de Balladur, qui dit « Il faut réduire de 20 ou 25% le temps de travail ». Et tout le monde est d'accord pour dire que, vu les gains de productivité qu'on a fait depuis 30 ans, il faut effectivement changer notre rapport au travail. C'est déjà ce que disaient les évêques dans le texte sur les nouveaux modes de vie en 1982. Regardez juste dans ce studio, il y a 3 caméras. Il y a 3 caméras. Autrefois, il y aurait eu 3 salariés derrière chaque caméra. Il y aurait eu 9 salariés de plus. Et maintenant, il n'y en a plus. Voilà. Donc, dans tous les secteurs, on a fait des gains de productivité colossaux. Et ça pourrait être génial si ces gains de productivité amenaient à un nouvel équilibre pour tous. Or, ces gains de productivité, parce qu'on n'a pas su les penser, les réfléchir collectivement, amènent à une catastrophe sociale. On a 4 millions de chômeurs qui font 0 heure par semaine. 0 heure par semaine. Et de l'autre côté, des millions d'adultes qui travaillent trop.
J'étais l'autre jour en Belgique où la Ligue des familles disait qu'un tiers des adultes ont peur d'être en situation de burn-out familial. Entre ce qu'on doit faire au boulot, ce qu'on veut pour notre vie de couple, ce qu'on veut pour nos enfants, on n'y arrive plus. Donc le partage du travail actuel est stupide. Des millions de gens qui souffrent du chômage, des millions de gens qui souffrent trop, qui n'ont pas de temps pour leur vie personnelle. Il faut renégocier un autre partage. Et il y a effectivement déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours. Brioche Pasquier, mais maintenant Maminova, Fleury Michon, avec la loi de Robien. Il y a 400 entreprises qui sont passées à 4 jours. Et l'entreprise s'y retrouve parce qu'elle arrête de payer les cotisations chômage si elle crée des emplois. Et ça se fait sans baisser les salaires. Donc oui, Benoît Hamon a ouvert ce débat, mais je trouve qu'il n'est pas très précis. Il dit qu'il faut revoir notre rapport au travail, mais c'est bien de dire plus concrètement comment on fait. Une question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Les opposants à cette vision-là vous diront qu'il n'y a pas de péréquation entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, qu'il n'y a pas d'effet de vase communicant, que c'est peut-être applicable à certaines tâches, peut-être qui sont moins qualifiées, mais en réalité, le savoir-faire de chacun est irremplaçable. Donc c'est très difficile de faire travailler plus ceux qui ne travaillent pas déjà, et puis de faire travailler moins ceux qui travaillent énormément. Dans tous les métiers, sur les 6 millions de chômeurs, il y a toutes les qualifications. Il y a des journalistes au chômage, il y a des techniciens télévisés au chômage, il y a des ingénieurs au chômage, il y a des manutentionnaires au chômage, il y a des ouvriers, des techniciens, voilà, dans tous les secteurs. Cet argument, je ne dis pas que ça se fait en 3 semaines. Les entreprises qui sont passées à 4 jours, il a fallu plusieurs mois pour régler les problèmes d'organisation. Oui, il y a des problèmes de formation. Si tout le bâtiment passait à la semaine de 4 jours, il faudrait former des carreleurs et des électriciens. Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire en 3 semaines. Mais faisons attention aux arguments conservateurs qu'on entend depuis un siècle. Quand l'Église et la CGT se sont mis ensemble pour obtenir la semaine de 6 jours, ils ne s'étaient pas mis d'accord sur ce qu'on fait le dimanche matin, mais il y avait une grande coalition pour obtenir la semaine de 6 jours. Et déjà, une partie du patronat disait « c'est pas possible, les ouvriers vont se mettre à boire le dimanche, ils ne pourront plus travailler le lundi ». Quand il y a eu les congés payés, la France était le seul pays d'Europe où il n'y avait pas 2 semaines de congés payés. Et une partie, pas tout le monde, du patronat disait « les ouvriers vont partir au bord de la mer, ils ne reviendront pas ». Et maintenant, on voit que finalement, heureusement qu'on a des congés payés pour notre équilibre personnel, et le tourisme est le premier secteur d'activité en France. Donc non seulement, depuis un siècle, on travaille tous 2 fois moins, qu'on soit de droite ou de gauche, qu'on soit français ou allemand, on travaille tous 2 fois moins que nos arrière-grands-parents, on gagne 5 fois plus à la louche, et le secteur du tourisme qui s'est développé grâce au week-end et grâce aux congés payés est le premier secteur d'activité. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on fait n'importe quoi, il ne s'agit pas d'imposer un mouvement. Avec Michel Rocard, on était les seuls à s'être opposés aux lois Aubry, où c'est 3 personnes qui décident de ce qu'il faut faire. Mais entre le fait d'imposer un mouvement et d'accepter la loi du marché, on peut relancer des négociations. D'ailleurs, je finirai en disant qu'en Belgique, c'est étonnant de voir comment le débat revient. Je ne sais pas si on peut faire un zoom là-dessus. Tous les mouvements progressistes en Belgique sont rassemblés autour de l'idée des 4 jours, avec comme slogan « le partage ou la barbarie ». Et celui qui a relancé le débat, c'est un homme du centre droit. C'est Didier Gossuin, qui est le ministre de l'économie à Bruxelles. C'est l'homme qui est aujourd'hui ministre de l'économie. Ce n'est pas un homme de gauche et qui a dit « je ne peux pas continuer à subir le partage du travail actuel avec des milliers de chômeurs. Je veux relancer la négociation ». Donc il ne s'agit pas d'imposer un mouvement, mais il s'agit de relancer le débat et la négociation. Eh bien, merci. Merci pour ces précisions. On reviendra bien évidemment sur votre programme, puisqu'on avait prévu de le développer et de vous poser un certain nombre de questions. Pour l'instant, nous marquons une très courte pause et on se retrouve pour la suite de ce Face aux chrétiens. À tout de suite. Eh bien, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de Face aux chrétiens, organisée en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Et nous accueillons Pierre Larouturou, qui est économiste, candidat à l'élection présidentielle pour le parti Nouvelle Donne, dont il est le fondateur et le porte-parole. Et nous allons l'interroger sur son programme avec Corinne Laurent de La Croix, avec Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Alors tout de suite, une question un peu générale sur cette présidentielle qui s'annonce. À votre avis, Pierre Larouturou, sur quoi les Français vont se décider? Qu'est-ce qui va être important dans cette élection présidentielle? À une époque, on disait que c'était la sécurité qui était l'élément fort d'une campagne présidentielle. On se souvient de la campagne de Jacques Chirac en 2002, par exemple. Aujourd'hui, ça va être quoi? Qu'est-ce qui va provoquer le vote des Français? C'est très difficile. Il y a le risque que ce soit juste le vote pour le moins pire et que les gens se disent on veut du renouveau et on veut le moins pire. Si on regarde à l'étranger, quels ont été les 2 derniers votes importants, c'est le Brexit et le vote Trump aux États-Unis, et où beaucoup de gens ont dit que la question sociale, en fait, dominait.
que les gens qui avaient voté pour dire non à l'Europe, c'est souvent les gens qui vivent dans une grande précarité, et que les gens qui ont voté pour Trump, c'est aussi, même si ça n'est jamais le seul facteur d'explication, mais c'est aussi des gens qui se laissent délaisser par le système économique et social, qui sont les perdants du système économique. Et je pense qu'en fait, il y a la question économique, du chômage, de la précarité, mais il y a une question anthropologique derrière. Il y a une question d'identité. Est-ce qu'on croit encore à la dignité de l'homme ? On nous a appris à l'école qu'on était des homo sapiens sapiens, qu'on avait une dignité, voilà. Et en fait, on a l'impression que l'homme est un élément d'un rouage économique, qui est un élément du système de production. Quand on voit la crise agricole, quand on voit le chômage, quand on voit les banlieues qui s'effondrent, on a l'impression que l'homme et la femme sont juste un élément du système économique, mais qui peut être jeté par-dessus bord. Donc, est-ce qu'on est des homo sapiens sapiens, capables de décider de notre avenir, de retrouver une souveraineté, ou est-ce qu'on est des nullins nullins ? Et l'image que nous donnent nos politiques renforce ce sentiment qu'on est peut-être nul. Je ne le dis pas bien, je ne suis pas philosophe, mais je pense qu'au-delà des questions économiques et sociales, il y a une crise anthropologique, une crise culturelle, et nos politiques, au lieu d'y répondre, l'aggravent. Donc la dignité de l'homme, et ça sera un bon débat. Corinne Laurent Delacroix pose la première question sur le programme. Corinne. Oui, pour poursuivre la discussion sur l'emploi, dans un climat, dans un contexte de croissance nulle ou quasiment, vous proposez de créer 600 000 emplois. Comment vous vous y prenez ? Alors déjà, merci d'avoir souligné cette question de la croissance. J'aimerais en une minute apporter un élément. Voilà, je ne sais pas si on voit, c'est la croissance en France depuis 50 ans. Voilà. Donc tous ceux qui vous disent que voter pour eux et la croissance va revenir, vous voyez, décennie par décennie, on avait plus de 5% de croissance dans les années 60, puis 3,7, puis 2,2. Donc c'est juste impossible, et c'est la même chose en Allemagne, et c'est pire au Japon. Vous l'avez très bien dit, alors que beaucoup de journalistes continuent à croire à la croissance, on ne peut plus miser sur la croissance. Et en plus, n'importe quand, on peut avoir une nouvelle crise financière. Quand on voit le niveau de spéculation des États-Unis, vous savez qu'en 2007, avant que les marchés s'effondrent, le Dow Jones était monté à 14 000 points. 14 000, et puis s'est effondré. Aujourd'hui, on est à 20 000 points. 20 000 aux États-Unis, ça peut péter n'importe quand. On oublie que la crise de 29, elle était venue après une première crise. Il y avait eu la crise de 1920-21, et puis on s'en était remis assez facilement. On avait recommencé à spéculer en croyant que tout était possible. Et quand la crise de 29 éclate, c'est la catastrophe qui amène à la barbarie. Donc il faut acter. J'aimerais qu'on mette un voyant rouge à chaque fois qu'un politique dit qu'avec lui, la croissance revient. Non, ça n'est pas possible. Le plus probable, c'est une croissance très, très faible. Et n'importe quand, une nouvelle crise financière, même le FMI le dit maintenant. Donc comment, malgré tout, créer des emplois ? Une des forces de Nouvelle Donne, je crois, c'est de montrer qu'il y a des marges de manœuvre, que sans augmenter les impôts, sans augmenter la dette, on peut trouver des marges de manœuvre pour relancer l'activité de façon utile. J'aimerais donner 2 exemples. Premièrement, la question du logement. On est un des rares pays où il y a une telle pénurie. Ça veut dire 2 choses. La Fondation Abbé Pierre montre chaque année 2 choses. C'est l'aspect dramatique des milliers d'hommes et de femmes qui vivent dans la rue, dans des logements sociaux, voilà, ou des hôtels sociaux. Donc c'est la façon la plus excluante de la vision la plus, du logement. Mais il y a aussi un tiers des Français qui payent des loyers, qui sont logés correctement, peut-être vous et moi, mais qui payent des loyers exorbitants par rapport au reste des autres pays d'Europe. Si on avait le même niveau de loyer qu'en Allemagne, on ferait tous 250 € d'économie tous les mois. On ferait tous, je répète, 250 € d'économie tous les mois sur nos loyers si on était dans la moyenne européenne. Et c'est à cause de la pénurie de logements. Il y a des campagnes où il y a trop de logements vides, mais là où il y a du boulot, les gens ne trouvent pas de logement. Donc il faut construire massivement. Comment construire et rénover ? Comment le faire sans augmenter les impôts ? Ce que dit Nouvelle Donne, c'est qu'il y a une cagnotte qui s'appelle le Fonds de réserve des retraites, qui aujourd'hui est sur les marchés financiers, où il y a 36 milliards. Et on pourrait, par la loi, en 3 semaines, si on le veut, on pourrait dire que le Fonds de réserve des retraites, ces 36 milliards, au lieu de mettre sur les marchés financiers, on les met pour construire des logements. Ça peut être décidé en 3 semaines, surtout si on pense qu'il y a une nouvelle crise financière qui vient, ce serait une mesure de sécurité de mettre ça, et ça peut créer 200 000 emplois. Donc le Fonds de réserve des retraites, et puis aussi modifier le code des assurances. Il y a des quartiers de Paris ou de Lyon où vous avez des immeubles où il y a marqué GAN ou AXA. Parce qu'autrefois, les sociétés d'assurance étaient obligées de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier et d'investir dans le logement. Donc si on fait ça, on peut sortir en quelques années de la crise du logement et créer 200 000 emplois. Un autre exemple pour comment utiliser autrement de l'argent disponible, c'est colossal et on n'en parle pas, mais la Banque centrale européenne va créer 1 000 milliards. Il y a 3 ans, on avait lancé le slogan Nouvelle Donne, pour sauver les banques, on a mis 1 000 milliards. Pourquoi ne pas mettre 1 000 milliards pour sauver le climat ? Et on a avec nous Jean Jouzel, qui est un des plus grands climatologues de la planète, et Philippe Maystadt. Je suis très fier d'avoir dans mon équipe, très heureux d'avoir l'équivalent de Raymond Barre en Belgique. Philippe Maystadt a été pendant 10 ans ministre des Finances et pendant 12 ans patron de la Banque européenne d'investissement. C'est vraiment un très très gros calibre. Et bien aussi bien Jean Jouzel que Philippe Maystadt disent oui, les 1 000 milliards que va créer la Banque centrale,
au lieu de les mettre sur les marchés financiers, parce qu'en ce moment, Mario Draghi met tous les mois 80 milliards sur les marchés financiers, ce qui n'a aucun effet sur l'économie réelle et qui favorise la spéculation, il faut mettre ces 1000 milliards sur un plan Marshall. Et pendant 20 ans... Ce serait quoi? Parce que les gens disent, allez, 1000 milliards, c'est énorme. Ben oui, c'est énorme, mais on n'en parle pas. Ce serait pour faire quoi? Ça veut dire pour économiser l'énergie. Pendant 20 ans, la France aurait chaque année 40 milliards, chaque pays aurait 2% du PIB à taux zéro. Pendant 20 ans, pour économiser l'énergie, isoler nos maisons, isoler nos bâtiments, et puis développer les énergies renouvelables. Voilà. Construction d'éoliens, des éoliennes. La biomasse, ici c'est de la biomasse, ici c'est du photovoltaïque, ici c'est de la géothermie profonde. Les solutions ne sont pas les mêmes dans toutes les régions. Mais il faut décentraliser le système. Mais ça peut créer 600 000 emplois en France. 600 000 emplois en France, ça peut désarmer la spéculation. Et ça, je peux vous dire que je suis ému quand Philippe Méchat me dit je te soutiens. Je peux vous dire que ça fait du bruit en Belgique quand Méchat dit « je soutiens la route Euro ». Il en avait parlé même avec Titmeyer, l'ancien ministre allemand, peu de temps avant que Titmeyer meure. Et Titmeyer était d'accord pour dire que puisqu'il y a un tabou qui est tombé, puisqu'on va créer 1000 milliards, au lieu de mettre sur la spéculation, il faut le mettre sur un plan Marshall. Ça rejoint, nous sommes face aux chrétiens, ça rejoint aussi ce que dit le pape dans son encyclique Laudato Si, il y a un choix de société à faire. Est-ce que l'Europe est au service des marchés financiers et de la spéculation, ou est-ce que l'Europe est au service des peuples et du climat? Eh bien, si on prend au sérieux la question du climat et de la sauvegarde de la planète, il y a un choix évident, ces 1000 milliards, il faut les mettre pour le climat. Donc, rien qu'avec ces deux mesures, sans augmenter d'1 centime nos impôts, sans augmenter d'1 centime la dette publique, on peut créer plus d'1 million d'emplois, ou presque 1 million d'emplois, entre le logement et la question du climat. Une question de Romain Masneau de RCF. Toujours sur la finance, vous proposez de séparer les activités de dépôt et de spéculation des banques. C'est exactement ce qu'avait promis François Hollande en 2012. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que le lobby bancaire est très puissant. Je rappelle pour ceux et celles qui nous écoutent, le problème, quand vous et moi on était petits, il y avait d'un côté BNP et de l'autre côté Paribas. Et Paribas pouvait spéculer sur les marchés financiers, mais c'était l'argent des actionnaires, donc il faisait très attention. Et de l'autre côté, BNP, avec l'argent de ses clients, ne pouvait pas spéculer sur les marchés financiers et devait avoir le rôle d'une banque au service des PME, au service des collectivités. Et puis le lobby bancaire a obtenu qu'on les mette ensemble, BNP et Paribas ensemble. Et du coup, c'est tout bénéfice. Parce que quand ils spéculent et qu'ils gagnent des milliards, c'est des milliards de bénéfices pour les actionnaires et pour les traders. Et s'ils font 10 milliards de pertes, ils vont venir voir le gouvernement en disant « vous ne pouvez pas nous laisser faire faillite parce que sinon, il y a 3 millions de clients qui font faillite ». Donc cette non-séparation favorise la spéculation et limite le financement de l'économie réelle. Par contre, si on sépare les banques, c'est ce qu'avait fait Roosevelt quand il arrive au pouvoir. Si on s'appelle Nouvelle Donne, c'est qu'on s'inspire du New Deal de Roosevelt en 1933. Roosevelt avait séparé les banques. Du coup, ça calme la spéculation. Ça met un mur étanche entre les marchés financiers et l'économie réelle. Donc, s'il y a un tsunami, ces nouvelles crises sur les marchés financiers en Chine ou aux États-Unis, on protège l'économie réelle de l'essentiel de l'impact. Et puis, du coup, BNP et les autres banques vont se tourner vers les PME en demandant de quoi elles ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, si vous laissez le choix des banques entre spéculer sur les marchés à plus 10% ou faire un boulot un peu compliqué d'aller voir des PME pour une rentabilité peut-être de 3%, si vous leur laissez le choix, elles vont spéculer. Donc, et ça a marché, je répète, pendant 40 ans, il faut séparer les banques. Hollande l'avait promis, il ne l'a pas fait parce que le lobby bancaire tire les ficelles en France. Moi, j'ai fait une lettre au Conseil constitutionnel pour dire que si je suis élu, je prends 3 engagements pour les premières années de mon mandat. Je vous rassure, je pense aujourd'hui que je ne serai pas élu, mais c'est une façon de montrer comment on peut lutter contre la défiance, de dire qu'on prend un engagement et que si on n'a pas fait les engagements fondamentaux dans les premières années, on demande à être destitué. Il y a l'article 68 de la Constitution qui permet de destituer le président s'il ne tient pas ses engagements. Redites-nous ces 3 engagements que vous avez écrits au Conseil constitutionnel. Un nouveau contrat social, prendre 3 mois, j'en ai marre des rustines. Ce qu'on montre avec Michel Rocard, c'est qu'on peut, en quelques mois, élaborer un nouveau contrat social. C'est ce qui a été fait dans les pays du nord de l'Europe. Au lieu de s'engueuler ou au lieu de mettre des rustines, au début d'un mandat, on prend 3 mois avec les patrons, avec les syndicats. On se voit toutes les semaines, tous les lundis, tous les mardis, tous les lundis, tous les mardis, ce qu'on appelait le pacte de Wassenaar. Ça débouche sur 10 ou 15 propositions. Comment on sécurise les chômeurs, comment financer. Et ça a permis, ces pays ont divisé par 3 le chômage et retrouvé leur balance commerciale. Et le deuxième Premièrement, donc, un nouveau contrat social négocié et soumis à référendum. Un nouveau contrat démocratique, c'est une constitution avec le non-cumul des mandats, avec la loi d'initiative citoyenne, avec la péréquation entre territoires. C'est une nouvelle constitution qui est soumise à référendum. Et des nouveaux traités européens. L'idée, c'est dans 2 ans. C'est une idée venue d'Allemagne. C'est Habermas qui dit l'Europe va crever du manque de démocratie. Il faut relancer l'Europe. Et même si on n'est pas 26 ou 27, même si on n'est que 10 ou 11, et le même jour, le même dimanche, c'est l'idée d'Habermas, on fait un référendum pan-européen, le même dimanche dans 2 ans, et du coup, les peuples de quelques pays d'Europe décident est-ce que oui ou non, ils veulent être dans cette nouvelle Europe. Et du coup, c'est plus un référendum
pour ou contre Rajoy, pour ou contre Merkel ou Schulz, pour ou contre Tartampion. C'est le même jour, les peuples décident ou pas d'être dans cette Europe, une Europe vraiment démocratique, une Europe politique, capable d'agir pour la paix. Louis Dauphren, de Radio Notre-Dame. Il y a une tonalité dans votre discours depuis qu'on vous écoute, c'est que vous semblez, peut-être un certain nombre de candidats sont dans cette situation-là, vous semblez être victime d'un système plutocratique, en fait, qui dirige derrière l'apparence de la démocratie. Que ce soit sur vos signatures, même dans les questions d'appareil ou vos rapports avec la gauche, que ce soit sur les questions européennes, les questions du temps de travail, il semblerait qu'on vit dans une apparence de démocratie. Est-ce que vous souscrivez à cette position ? Oui, hélas. Oui, je suis désolé, je déteste les thèses complotistes, mais oui, j'ai vu l'autre jour un texte de Stiglitz, qui est prix Nobel d'économie, et qui dit, en principe, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et objectivement, aujourd'hui, les décisions sont prises par les 1% les plus riches, pour les 1% les plus riches. Oui, c'est la réalité. Vous me demandiez pourquoi il n'y a pas eu la séparation des banques. Roosevelt, mais on se dit pourquoi voter, pourquoi tout ça ? Mais oui, c'est un vrai problème. Pendant qu'on a créé Nouvelle Donne, c'est qu'on essaye de remuer les choses. Moi, comme père de famille, comme citoyen, comme agronome, je pense que ça peut très très mal finir. La crise de 29, elle a fini par la barbarie. En Europe, on peut voir de notre vivant le chaos. Un vote Trump, ça peut arriver aussi en Europe bientôt. L'Angleterre est partie. Peut-être que dans quelques mois, ce sera les Pays-Bas. Ça peut très mal finir. Et entre la Chine et le Japon, il y a une course au surarmement. La Chine, c'est une bulle financière, une bulle immobilière monstrueuse. Il y a déjà 20% de chômage en Chine et une course au surarmement et des millions de Chinois qui attendent le match retour contre le Japon. Mais comment est-ce qu'on déloge le pouvoir des plus riches, en fait ? C'est ça. En parlant aux gens. Moi, je ne crois pas à la révolution. Sans faire la révolution. Je pense qu'il faut qu'on parle aux gens et qu'on dise aux citoyens, mais prenez, ne vous résignez pas. Relevez la tête, n'ayez pas peur. Qu'on soit de droite ou de gauche, on voit tous qu'on peut aller à la catastrophe, on peut aller dans le mur. Donc prenons nos responsabilités, n'acceptons pas à chaque fois de voter pour le moins pire. Voter pour le moins pire, ça n'est pas la solution. Mais ça suppose que chacun de nous accepte de s'engager un peu en politique. Et je pense, y compris chez les chrétiens, qu'il y a une réflexion à mener. Le jour, j'ai une amie chrétienne qui me disait, les chrétiens sont souvent très actifs dans les associations, pour que les gens ne meurent pas de froid dans la rue, Et c'est très bien, c'est fondamental, mais souvent ils ont peur de s'engager en politique, par peur de l'affrontement ou par modestie, voilà. Et je pense qu'il faut que tous ceux qui partagent une vraie exigence de fraternité, qu'on soit croyant ou pas croyant, qu'on s'engage beaucoup plus et qu'on ne laisse pas ceux qui manifestement ont échoué dans tous les domaines depuis 30 ans. Corinne Laurent, de la Croix. Corinne. Pour tordre le cou un peu à ce type de débat, on voit bien que tous les candidats ont pris conscience qu'il fallait davantage d'horizontalité, faire participer davantage les citoyens. Il y a plusieurs types de propositions, 49.3 citoyens, des assemblées consultatives. Vous proposez quoi précisément pour essayer de faire vivre davantage Déjà, on propose et créer un mouvement participatif? On propose déjà de montrer par nous-mêmes qu'on s'impose des règles qu'on veut généraliser. Moi, j'ai fait un mandat, j'ai été élu régional une fois, je n'ai pas demandé un deuxième mandat. La question du non-cumul, elle nous paraît fondamentale pour éviter qu'il y ait cette caste qui se croit tout permis, qui vit avec 20 000 € par mois, qui, du coup, quand on parle des remboursements des problèmes de santé, quelqu'un qui vit avec 20 000 € par mois et qui pense qu'il a ça à vie, il ne sait plus ce que ça veut dire vraiment les questions de remboursement ou les questions de santé ou les questions de logement. Donc la question du non-cumul, pour Nouvelle Donne, elle est fondamentale. On a des gens qui sont venus nous voir, donc qui voulaient être candidats aux européennes ou ailleurs, qui avaient déjà fait 2 mandats. On leur dit, écoute, tu as fait du très bon boulot de député, mais tu as déjà fait 2 mandats. Donc non, on ne te donnera pas l'étiquette Nouvelle Donne. Et moi, j'ai refusé, on me proposait de faire un 2e mandat en Ile-de-France, j'ai refusé, je préfère ne faire qu'un. Donc après ça, on propose qu'il y ait une constituante et un référendum avec le non-cumul, avec la loi d'initiative citoyenne. Ça nous paraît très important, l'idée que, c'est déjà ce que disait Delors ou Mendes France il y a 40 ans, les citoyens ne sont pas seulement là pour voter une fois tous les 5 ans et puis se rendormir ou aller dans la rue quand ils sont furieux. Voilà. On a aussi des cerveaux, vous et moi on a des cerveaux. Donc l'idée de la loi d'initiative citoyenne, c'est dire que dès qu'un texte est signé par 200 000 personnes, un texte conforme à la Déclaration européenne des droits de l'homme, il arrive à l'Assemblée, il a la même valeur qu'un texte qui vient de l'Élysée ou de Matignon ou de Bercy. Et il est étudié dans les mêmes conditions. Ça veut dire que la prochaine réforme des retraites, elle peut être initiée par des réseaux de citoyens. La prochaine réforme de l'éducation. Le gouvernement a fait des consultations, notamment sur le numérique, la loi égalité-citoyenneté. C'est des consultations, mais c'est comme au niveau européen, il y a officiellement un droit de pétition et c'est un classement vertical, pour ne pas dire que ça va à la poubelle. Tandis que là, on veut que ce soit
pas du sérieux. Le texte qui est signé par ces 200 000 citoyens, les premiers signataires ont droit à 5 minutes à la télévision sur les principales chaînes de télé à 20h. Donc le débat est public et l'Assemblée n'a qu'un an pour voter ce texte. Ce n'est pas une consultation qui finit à la poubelle. Voilà. Et dans certaines conditions, on peut demander un référendum derrière si les gens qui ont lancé l'initiative ne sont pas contents du texte voté par l'Assemblée. Et du coup, on va se rendre compte qu'il y a une vraie richesse chez les citoyens. Il y a une intelligence sur nos territoires, il y a une intelligence dans nos réseaux. On peut débloquer le pays comme ça. Et les citoyens ne sont pas bons uniquement là pour voter pour le moins pire ou pour grogner dans la rue un an plus tard. Romain Masneau de RCF. En ce moment, on assiste au traditionnel ballet des politiques au Salon de l'Agriculture. La profession est complètement sinistrée avec les drames humains que vous avez évoqués tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire en la matière? Est-ce qu'il faut sortir de la PAC, refonder complètement la PAC avec de nouveaux principes? Oui, la question de l'agriculture, elle reflète toutes les crises de notre société de façon encore plus forte, encore plus rapide, encore plus dramatique. Moi, pendant 2 jours, je n'ai pas dormi vraiment quand j'ai appris qu'une femme s'était pendue dans sa salle de traite, a laissé 2 enfants, un mari, et c'est quasiment tous les jours qu'il y en a, et tout le monde s'en fout. Et c'est la réalité. Hein. Et ils se sentent trahis. Quand Stéphane Le Foll dit « on savait depuis 2008 que le cours du lait allait s'effondrer », il a raison. Il y a eu, pendant 30 ans, l'Europe a protégé le revenu des paysans. Ce qu'on avait appelé les quotas laitiers, mon ami Michel Rocard, en 84, s'était battu avec d'autres pour dire s'il y a bien un secteur où il ne faut pas déréguler, c'est le secteur agricole. Parce que si le prix du lait... Alors que faire? La question de Romain. Que faire? Expliquer les mécanismes. Pardon, excusez-moi, en 30 secondes. Si le prix du lait diminue et que chaque paysan fait encore plus de lait, il y a une surproduction et donc les prix du lait vont encore plus s'effondrer. Donc l'idée des quotas, et ça a marché pendant 30 ans, c'est qu'on voit chaque année de combien on a besoin de lait, de poudre de lait, de beurre, et on s'arrange pour qu'il n'y ait pas de surproduction. Et du coup, les paysans vivaient sans avoir besoin de subventions. Parce qu'on dit souvent que les paysans, ils nous coûtent cher. Mais non, le but d'un paysan, c'est de faire un métier qu'il aime, d'un territoire qu'il aime, et tant mieux s'il n'a pas besoin de subventions. Donc pendant 30 ans, les paysans qui faisaient du lait n'avaient pas besoin de subventions. Et parce que ça marchait. L'Europe s'était donné des règles du jeu, simples mais efficaces, pour protéger leurs revenus. Et puis, en 2008, effectivement, on décide de foutre en l'air ces régulations et de laisser faire le marché. Donc on savait, tout le monde savait, effectivement, que les prix allaient s'effondrer. Donc les décisions prises par Sarkozy, Fillon et Bruno Le Maire, en 2008, ont conduit à la catastrophe. Mais on peut demander aussi à Stéphane Le Foll, pourquoi, si tu sais depuis 2008 que le système va s'effondrer et que tu es ministre depuis 2012, pourquoi tu n'as rien fait? Donc je comprends que les paysans se sentent trahis et par l'UMP et par le PS, et que beaucoup s'abstiennent ou qui vont voter pour le FN. Eh bien, il faut en même temps remettre en place au niveau européen des outils de régulation. Des quotas? Des quotas qu'on peut améliorer, qu'on peut rendre un peu plus souples pour favoriser les jeunes qui arrivent sur le marché, mais globalement, y compris des syndicats agricoles qui s'étaient opposés en 84. Je me souviens, le président du syndicat des jeunes agriculteurs du Val qui disait « J'étais dans la rue pour faire des manifs contre les quotas laitiers, mais maintenant je vais manifester contre leur suppression. » Voilà, parce qu'il y avait une partie idéologique et qu'ils avaient compris que ça marchait. Donc il faut en même temps protéger le revenu, et c'est possible en 1 an ou 2 ans de le remettre au niveau européen. Sans attendre, on peut protéger le revenu au niveau français. Obama, quand il a vu la crise du lait, a fait voter une loi qui assurait une marge correcte à tous les paysans, de $90 de marge nette au-delà des coûts de production. Chaque paysan aux États-Unis sait qu'il aussi produit du lait, il a au moins $90 de bénéfices pour faire vivre sa famille, valoriser son travail. Et puis il faut en même temps transformer le système. On est dans une logique industrielle. Quand vous avez une usine des 1000 vaches, tous, on se demande qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, combien de pesticides. Quand nos enfants vont à la cantine, on se demande d'où vient le poulet. Donc il faut en même temps, à très court terme, protéger le revenu des paysans. On peut le faire en France par la loi, on peut le faire en 1 an ou 2 ans en remettant en place au niveau européen des outils de régulation. Et puis il faut aider les paysans à évoluer vers d'autres pratiques. C'est l'agriculture bio ou l'agriculture durable, même si tout n'est pas du 100% bio. Et là, il y a une capacité des puissances publiques à agir. Est-ce qu'on se dit que nos écoles, nos cantines, nos collèges, nos lycées, nos administrations passent des commandes pour aider les paysans Est-ce qu'on se dit qu'on aide financièrement ceux qui ont des dettes, qu'on étale dans le temps leurs dettes? On me dit que je suis déjà trop long, mais les questions agricoles me passionnent et elles sont vraiment au cœur de la crise. L'an dernier, moins 30% sur le revenu des paysans. C'est en même temps la dérégulation européenne, les décisions de 2008, et en même temps la crise climatique qui fait que quand il y a des inondations massives, la récolte de céréales s'effondre. Et donc c'est là aussi que la question du climat dont on parlait tout à l'heure, on voit qu'elle est fondamentale. Parce que quand la récolte de blé en France s'effondre de moins 30%, heureusement que l'Ukraine a fait une bonne récolte. Sinon, on ferait la queue devant les boulangeries pour avoir du pain. Donc on ne peut plus continuer à jouer avec le feu. La question du climat, elle devient absolument vitale. Pour les pays du Sud, où elle a déjà fait des milliers de morts, mais y compris dans les pays du Nord. Quand on va manquer de céréales, on comprendra qu'on a vraiment déconné à ne rien faire. Merci de toutes ces précisions et puis de ce développement très pédagogique sur l'agriculture qui nous a passionnés.
On marque tout de même une pause dans ce Face aux chrétiens et on se retrouvera avec vous, Pierre Larouturou, et nos 3 journalistes de la Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF dans un très court instant. À tout de suite. Nous nous retrouvons pour ce Face aux chrétiens, 3e partie, avec Pierre Larouturou, qui est fondateur de Nouvelle Donne, porte-parole de Nouvelle Donne, un petit parti qui a fait 3% aux élections régionales, et il est candidat à l'élection présidentielle. Il a écrit de nombreux livres, dont un avec Michel Rocard. Et là, on va l'interroger sur aussi sa foi chrétienne, puisque vous avez un point commun avec François Fillon. Vous ne dissimulez pas votre attachement à votre foi chrétienne, votre engagement dans votre paroisse, et vous dites que vous êtes pour une lecture joyeuse de l'Évangile. Alors, ce serait quoi la lecture joyeuse de l'Évangile? Avec François Fillon, moi, je ne mets ça arrêterait peut-être là. Je ne mets pas ma foi en avant. Je suis chrétien, quand on me pose la question, oui, je suis chrétien, mais je ne le mets pas en avant et je ne ferai pas m'étendre sur les scandales. Voilà. Donc, il y a et sans compter le programme économique, quand même très, très différent. La lecture joyeuse, oui, j'ai eu la chance que mes parents et mes éducateurs me transmettent l'Évangile et d'une façon joyeuse. C'est-à-dire, certains disent que les judéo-chrétiens passent leur temps à se flageller. Moi, je me souviens que la première action concrète du Christ, c'est à Cana, il redonne du vin pour que la fête continue et du vin encore meilleur. Il n'est pas là pour vérifier qu'ils sont arrivés vierges au mariage. Il dit, voilà, je vais vous faire encore plus de vin, que la fête continue. La seule fois où le Christ se met en colère, c'est contre les marchands du temple. Malheur à vous les riches, voilà. Donc j'ai une vision, c'est une des choses qui me nourrit. Je suis très heureux, évidemment, de travailler avec plein de gens qui ne sont pas croyants. Nouvelle Donne est un mouvement tout à fait laïque. Mais effectivement, moi, c'est quelque chose qui me nourrit et qui me pousse à agir pour la justice sociale. On ne peut pas être chrétien et accepter que des millions de gens vivent dans la pauvreté ou que des millions de gens meurent de faim dans les pays du Sud. On ne peut pas, ou alors c'est juste du pipeau, c'est pour s'occuper le dimanche matin. La Croix vient de lancer, pour prolonger, une enquête sur justement les chrétiens dans cette élection présidentielle. Et Guillaume Goubert, dans son éditorial, parlait des principales préoccupations qui sont au cœur de la foi catholique. Et il citait la lutte en faveur de la vie, la dignité. Vous, quelles seraient les principales préoccupations qui sont au cœur de votre foi? Je pense que la dignité et la liberté, le Christ est celui qui dit « Lève-toi, tes péchés sont pardonnés ». Tu as le droit de vivre debout, tu as le droit de vivre, quel que soit, qu'on soit croyant ou pas. On voit bien que les chrétiens appellent le péché, c'est les trucs qu'on n'aurait pas voulu faire. Ce que dit saint Paul, il y a des choses que je ne voudrais pas faire et que j'ai faites, et il y a des choses que je voudrais faire et que je ne fais pas. Donc on a tous des trucs où on a raté, pour être poli, dans notre vie, qu'on soit croyant ou pas, cet échec, voilà. Et l'intérêt, je trouve, c'est que le Christ ne condamne jamais personne, il dit « lève-toi ». Donc je pense qu'on est là pour dire « tu vaux mieux que ça ». C'était aussi le hashtag qui circulait pendant la loi travail. Il y a en chacun de nous quelque chose qui est unique, et qu'on soit croyant ou pas, on se dit, purée, on n'a qu'une vie, on est là pour développer cette liberté, pour le droit au bonheur. Il y a un livre qui vient de sortir sur le droit au bonheur. On a droit au bonheur. Qu'on pense ou pas que la vie s'arrête après la mort, on a droit au bonheur. Et le rôle du politique, c'est dans une société qui est de plus en plus engluante, de plus en plus désespérante, où les gens sont tirés vers en bas par le système ou broyés par le système économique et social, le rôle du politique, croyant ou non croyant, c'est de construire une société où chacun trouve des points d'appui pour vivre ce droit au bonheur, ce qu'il a d'unique. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, une question. Et quelle est votre position sur les débats qui ont beaucoup agité la sociologie catholique sur la question du mariage, de la PMA, GPA? On a l'impression que vous voulez rester à l'écart de ces débats, bien que vous ayez parlé de crise anthropologique tout à l'heure, ce n'est pas ce qui affleure en premier dans votre propos d'économiste. Est-ce que cela ne vous maintient pas un peu à l'écart de l'engagement militant et finalement d'une certaine forme d'adhésion que vous pourriez recueillir? Je ne sais pas, l'engagement militant, j'ai l'impression que je milite avec d'autres. Il y a plein de gens qui sont engagés sur les questions de logement, sur les questions de lutte contre l'échec scolaire, sur les questions de Nord-Sud. Mais pas sur le sociétal. On vous sent... Non, c'est vrai. Peut-être par manque de réflexion, parce que je pense qu'aucun de nous n'arrive à réfléchir. J'avoue que j'ai très peu réfléchi sur les questions de PMA. Encore hier, avec ma femme, on en parlait. Et j'avoue que voilà, peut-être que vous y avez plus réfléchi que moi, mais vous avez moins réfléchi sur les questions agricoles ou les questions de logement. Et ce n'est pas du tout une critique. Il y a vraiment chacun de nous, sans des priorités. Aucune ne peut être engagé à fond, parce qu'on n'a que 24 heures par jour, sur tous les enjeux. Et moi, un des enjeux qui me paraît fondamental, c'est de permettre à tout le monde de vivre dignement, de permettre qu'on soit en France, au Burkina Faso ou en Chine, que chacun comprenne que sa dignité est prise au sérieux, qu'il peut vivre cette vie pleinement. Et je trouve que
il y a beaucoup de chrétiens qui sont engagés sur la question du mariage pour tous, et je trouve qu'on n'est pas assez nombreux, je répète chrétiens et non chrétiens, à s'engager sur les questions de dignité et les questions sociales. Mais j'avoue que j'ai droit parfois à un joker, je n'ai pas assez réfléchi, ça peut vous paraître choquant, mais je n'ai pas assez réfléchi sur les questions de PMA ou de GPA. José Bové avait dit par exemple qu'il était collectivement, je suis là comme porte-parole d'un mouvement, nous n'y avons pas non plus assez réfléchi, là je viens de parler à titre personnel, et collectivement, nous avons juste 3 ans d'existence, et c'est pas facile en 3 ans de réfléchir à tout, sachant que c'est compliqué quand on a des milliers d'adhérents d'organiser, sans un euro de subvention publique, d'organiser des débats publics. Donc, là aussi, Joker, nous n'avons pas réfléchi collectivement à ces questions. Une question de Romain Masneau de RCF. Romain. Est-ce que vous avez une réflexion sur l'islam de France ? Est-ce qu'il faut de nouvelles lois pour organiser l'islam de France, pour peut-être couper les financements des puissances étrangères ? À coup sûr, il faut effectivement éviter qu'il y ait des financements qui viennent de l'étranger, à coup sûr. Mais donc ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse sans hypocrisie à comment permettre aussi que les croyants de toutes les confessions aient des lieux de culte corrects. Parce que c'est un vrai problème de voir des financements étrangers, avec parfois des prédicateurs qui viennent de l'étranger et qui n'ont pas compris ou qui ne veulent pas, qui n'acceptent pas la laïcité telle qu'on veut la vivre en France. Mais objectivement, qu'on le veuille ou non, dans tous nos villages, il y a des églises, parfois magnifiques, des églises romanes, voilà, qui sont entretenues, qu'on le veuille ou non, avec l'argent public. Donc comment est-ce qu'on fait pour que les croyants de toutes les religions, de toutes les confessions, y compris celles qui sont arrivées plus récemment en France que les églises chrétiennes ou que les juifs, que les croyants juifs, qui faisaient aussi des conditions de prière correctes, pour se retrouver et pour prier ensemble de façon correcte. Donc vous êtes pour le financement, par exemple, par les communautés, les collectivités publiques ? On n'a pas encore trouvé de solution. On y a passé quelques heures l'autre jour et on s'est dit qu'on n'est pas encore conclu. Il y a parfois un peu de modestie. Je suis sûr qu'on peut créer 2 millions d'emplois. Je suis sûr qu'on peut changer l'Europe. J'ai des alliés. Je vous promets qu'on peut changer l'Europe en 2 ans. Je vous promets qu'on peut réformer le modèle agricole. Donc il y a des moments où Nouvelle Donne est très sûre de son projet. Et puis il y a des moments où l'autre jour, on y a passé quelques heures. On s'est dit qu'on voulait refuser l'hypocrisie, que la laïcité, ça n'était pas le refus des religions. Face aux chrétiens, on ne voit pas pourquoi on n'accepterait pas que des musulmans se retrouvent dans des conditions correctes pour prier. Mais aujourd'hui, je ne saurais pas quoi faire si j'étais au ministère de l'Intérieur ou voilà. Mais laissez-nous quelques années de plus pour. Il y a des partis politiques qui ont réponse à tout, mais quand ils sont au pouvoir, ils ne règlent aucun problème. Voilà. Tandis que nous, on n'est encore jamais arrivé au pouvoir et on prétend régler les questions de logement, de chômage, d'agriculture et l'Europe. Voilà. Mais il y a des sujets sur lesquels nous n'avons pas encore assez réfléchi. Une question de Corinne Laurent de La Croix. Oui, c'est une question complémentaire sur la laïcité que l'on pensait être l'un des sujets importants et phare de la présidentielle. Finalement, il est un petit peu plus en retrait. Est-ce que vous souhaiteriez réouvrir le débat sur le port du voile, par exemple, à l'université ? Non, je pense qu'il n'y a pas besoin. Je crois qu'il n'y a. Là, encore une fois, c'est à titre personnel, parce que nous n'avons pas assez réfléchi. Je crois qu'il n'y a pas besoin de changer la loi, mais qu'il y a besoin de changer notre façon de le vivre au quotidien, notre façon d'étendre la société. Moi, je suis dans un quartier où c'était une école en ZEP, où j'avais mes enfants quand ils étaient petits, et je me souviens d'une sortie scolaire où il y avait une maman qui était voilée, qui faisait le ramadan, mais ça ne l'empêchait pas, elle n'a pas bu une goutte d'eau quand on lui proposait un café. Vous voyez, on faisait une journée à Fontainebleau. Et dans le car, elle faisait ses prières, mais après ça, quand il fallait, y compris faire un sandwich au jambon pour des enfants ou les aider à boire, voilà, elle était là et chantait joyeusement avec tout le monde. Mais en même temps, elle faisait son ramadan. Donc je crois qu'on est d'un pays qui, si, encore une fois, même si ça n'explique mais si tout le monde a un vrai boulot, si tout le monde a un logement, si on est dans des quartiers qui ne sont pas des ghettos. Moi, quand les parents de ma femme sont arrivés en France il y a 40 ans, ils ont trouvé immédiatement un boulot. Ils ont trouvé un logement. C'était un quartier populaire, mais ce n'était pas un ghetto. Et quand ma femme est arrivée à l'école, elle avait 4 ans, elle ne parlait pas français. Mais l'école faisait son boulot et maintenant elle est prof agrégée. Donc je crois que, encore une fois, sans nier les dimensions religieuses, mais si tout le monde a un vrai boulot, si tout le monde a un vrai logement, s'il y a une mixité au niveau des quartiers, si on retrouve du temps pour vivre, on parlait de Michel Rocard, quand il fait son discours d'investiture comme Premier ministre, les derniers mots, c'est un pays qui retrouve le goût de la fête. Si on est capable d'avoir une convivialité, si on fait autour de la vie de quartier, autour de l'école, autour du club de foot, je pense qu'on a tout pour vivre heureux. Et donc aujourd'hui, la priorité n'est pas de changer la loi, c'est de se donner les moyens de vivre ensemble. On est un pays vraiment laïque et on est un pays qui accueille. C'est le pays où il y a eu le plus de mariages mixtes avec des gens venant d'autres pays. C'est un pays qui, moi, je me souviens quand j'étais petit, en 78, on avait accueilli 3 boat people à la maison. Papa travaillait EDF, on avait une bonne maison, on avait accueilli 3 réfugiés et la France avait accueilli 150 000 réfugiés. On avait accueilli 150 000 réfugiés sans aucun problème. Et maintenant, parce qu'il y a du chômage, parce que nos politiques sont nulles sur le chômage, on ne sait pas comment accueillir des réfugiés qui viennent de Syrie ou d'ailleurs. Donc je trouve, encore une fois, ne donnons pas l'impression que la France est un pays raciste ou un pays où des cultures différentes ne peuvent pas vivre ensemble. Donnons-nous les moyens de retrouver, on a su pendant des décennies, vivre ensemble.
Eh bien, un grand merci, Pierre Larouturou, de ces explications. Et merci de vous être prêté aussi aux questions sur votre foi, c'est toujours des questions très personnelles, très intimes. Et c'était un Face aux chrétiens passionnant. Et je vous remercie aussi, je remercie les 3 journalistes de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Bien évidemment, nous nous retrouverons dans une semaine pour un nouveau Face aux chrétiens. Je précise que si vous avez pris en route ce Face aux chrétiens, vous pouvez retrouver dans son intégralité sur les sites de La Croix, de KTO, de Radio Notre-Dame et de RCF. Un grand merci, Pierre Larouturou. Plus d'infos sur le site de nouvelledonne.fr. Oh, ben voilà, il faut qu'il fasse sa pub, bien évidemment, à la fin. Ceux qui veulent s'engager, nouvelledonne.fr. Merci. Nouvelledonne.fr. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.